Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous le lundi 30-09 au Salon de la micro-entreprise à Paris pour assister à une conférence que je vais co-animer avec 4 autres personnes sur comment définir un positionnement unique et compétitif. Donc là en fait je vais vous donner en fait un teaser de ce que je vais vous dire lors de cette conférence. Donc en fait je ne vais pas tout vous révéler pour la simple et bonne raison qu'on sera 4 et là je vais vous révéler uniquement moi ce que je pense. Et vous allez voir qu'il y a les 4 autres personnes qui vont vous expliquer aussi d'autres conseils, d'autres idées. Donc les 15 autres personnes, c'est Lingen de Solopreneur, Morgane Février, Selma Pavia et Jordan Dozébrier. Et donc en fait, on va vous expliquer pourquoi il faut avoir un positionnement unique. Tout simplement parce que la première idée, c'est que il est très très difficile actuellement d'avoir quelque chose qui est totalement innovant, qui soit disruptif sur le marché, tout simplement parce que tout a déjà été créé. Et généralement, si vous vous adressez à un besoin qui n'existe pas, posez-vous la première question, comment ça se fait que personne s'y est mis avant? Alors ça peut être une rupture technologique, hein, comme on a vu avec l'iPhone, le premier iPhone qui a été lancé par Apple, mais c'est quand même relativement rare. Donc s'il n'y a personne, c'est que déjà il faut vous dire attention, il y a un petit problème. Alors la première chose en fait, moi, mon idée c'est déjà de vous expliquer qu'est-ce qu'un positionnement. Alors le positionnement tout simplement c'est le positionnement, c'est la perception de la personne, de vos produits ou de vos services. C'est-à-dire que le positionnement commence par l'idée qu'ont vos prospects ou clients de ce que vous allez leur proposer, aussi bien en termes de produits ou services. Alors ça passe bien entendu par le nom, par le slogan, etc. Si vous vendez des produits physiques, en fait, tout simplement, ça peut être aussi votre packaging. Si vous avez en fait, par exemple, vous vendez de l'alcool et que vous avez une bouteille qui est toute noire avec des reliures dorées, c'est pas du tout que la même chose que une bouteille avec un positionnement où il y a des trucs un petit peu fun, drôles qui font penser à quelque chose d'original. Par exemple, prenez le cidre. Vous avez en fait le cidre traditionnel breton avec des images un petit peu bretonnes et vous avez le X-Cider qui est un cidre en fait qui est très orienté jeunes avec un serpent, etc., etc. Donc en fait le positionnement on vous dit non, moi je suis jeune, je prendrai jamais le vieux cidre de mes parents qui prennent ça à la crêperie, je prendrai plutôt le X-Cider qui est un peu différent. Voilà. Donc le positionnement vous permet vraiment de vous positionner de manière différente des autres. C'est ainsi par exemple qu'ont fait Michel et Augustin. Hein. Si vous les connaissez, ils sont mis sur le yaourt plaisir, les desserts plaisir. Ils créent de l'émotion, ils donnent une idée un petit peu d'équitable. Tandis qu'en fait, par exemple Danone, lui s'est concentré sur tout ce qui était les produits un petit peu bio, qui n'existent plus maintenant, mais à l'époque le yaourt bio c'était vraiment des yaourts un petit peu technique, etc., etc., qui est totalement à l'inverse de Michel et Augustin. Voilà. Donc, il faut également savoir qu'il faut que vous adressiez à un marché qui est solvable et pas essayer de juste faire plaisir pour se faire plaisir. Par exemple, en fait, si vous vouliez sortir un nouveau yaourt Michel et Augustin, il faudrait vous dire mais je peux pas faire comme eux, il faut que je fasse de manière totalement différente. Et c'est vrai que il y a une marque de jus de fruits, je crois que c'est Angel ou quelque chose comme ça, qui s'est totalement différencié parce que eux ils ont dit mais non moi je veux pas faire des yaourts à boire ou des choses comme ça, moi je vais faire en fait des jus d'orange ou des jus de pommes qui vont être super sains, super nature, etc., etc., des smoothies. Donc en fait c'est tout simplement de se positionner de manière différente. Je veux pas faire de l'oasis qui est un truc un peu chimique, je vais pas faire du pulco avec de l'eau, je vais vraiment faire quelque chose qui va être totalement original. Et en ayant comme ça ce positionnement totalement original, on devient la référence. On est le seul pour l'instant dans son domaine à être spécialisé là-dedans. Ça permet de ne pas brouiller les cartes, puisque il y a une expression qui dit toujours, hein, mieux vaut être le roi dans son village ou le premier dans son village que le second à Rome. En fait, c'est beaucoup plus simple comme ça d'avoir un positionnement simple et dire voilà, moi je suis, je sais pas, le Red Bull, voilà, je suis vraiment le seul dans mon domaine d'activité, plutôt que d'essayer de dire voilà, je suis Red Bull et puis en plus je suis bon pour la santé, plus ceci, plus cela. Il vaut mieux choisir une caractéristique qui vous permette d'être totalement différent et qui compte pour les gens. Ça c'est aussi important parce que parfois quand on choisit un positionnement, on va choisir un positionnement qui va plaire à que 10%, 20%, 30%, 40% de sa cible. Pour que ça marche, il faut absolument que votre positionnement soit reconnu comme utile et intéressant pour 80% de votre cible. Parce qu'autrement, en fait, les gens vont dire bah non, c'est pas intéressant. C'est comme dans une fonction.
Si vous sortez dans un produit, je sais pas, 5 fonctions, et que dans les 5 fonctions, en fait, il y en a 2 qui sont intéressantes pour 80% de la cible, et les 3 autres, ben, ça les intéresse pas. Ils vont dire non, mais moi, votre produit il est intéressant, mais j'ai pas besoin de ça, 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 ça. Ils vont commencer à vouloir négocier le prix, etc., etc. Voilà. Donc, il faut éviter cet effet couteau suisse et se baser sur une fonctionnalité principale. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans le cadre de lancement de produits en termes de growth hacking, c'est-à-dire qu'on va travailler sur MVP, Minimal Viable Product, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un produit qui est pas hyper parfait, mais qui est super bon dans une fonctionnalité qui est celle qui est hyper attendue par les personnes du marché. C'est ça qui est important. Il ne faut pas essayer de faire le couteau suisse où on rajoute des fonctions. Là, je vois très souvent des gens qui empilent dans des apps mobiles, dans des chatbots, dans des sites web, dans des services, des fonctions, des fonctions, des fonctions, en se disant non mais mon produit, je préfère rajouter ça parce que les gens veulent ça. Non, il faut faire bien une chose et la faire de manière excellente et être la référence là-dessus. Un autre point, c'est qu'il y a également une starification. La starification, c'est-à-dire que dans le domaine de la musique, vous savez très bien que il y a les stars qui font 80% des ventes, le top 50, hein. Et en fait, ces stars-là, elles bouffent tout le marché. Et vous avez après les petits artistes français, les artistes locaux qui font quasiment rien. Et bien en fait, c'est la même chose maintenant qui touche la plupart des produits et des services. C'est-à-dire qu'avec l'émergence du web et la possibilité de trouver facilement l'information, et ben tout simplement, il n'y a plus de place en fait pour les leaders. Par exemple, quelqu'un qui veut rechercher un consultant AdWords ou un spécialiste dans le growth hacking, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, il va taper sur Google, il va demander à ses contacts, et les gens vont dire ouais, ce gars-là, c'est lui, c'est Monsieur Growth Hacking. Et à ce moment-là, il va venir vous voir parce qu'il veut le meilleur. Et donc en fait, il faut vraiment que votre positionnement puisse répondre à une question. Si j'ai besoin de tel service, à qui pensez-vous? Et bien sûr, ça doit être vous. Donc dans ces cas-là, vous devez être le premier, vous devez être la référence, vous devez tout simplement sortir dans les références là-dessus. C'est-à-dire que votre référencement naturel, votre réseau, votre slogan, votre charte graphique, tout doit noter cela. Et c'est valable également en B2B avec les produits un peu complexes, hein, parce que si vous voulez être shortlisté par des entreprises comme étant un produit ou un service qu'on va appeler pour tout simplement faire un appel d'offres, eh ben, il faut être dans la shortlist. Et être dans la shortlist, tout simplement, ça veut dire que on doit être une des références précises et donc répondre à un besoin actuel. Par exemple, moi actuellement, je travaille pour une société qui s'appelle Eloquent et on fait 3 types de produits. On fait des solutions de sorte de contact multicanaux, on fait avec des chatbots, des callbots, etc. On fait également tout ce qui est enquête de satisfaction, email, SMS, etc. et avis client. Et on fait également tout ce qui est analyse sémantique, des textes, de la voix, etc. Le truc, en fait, c'est intéressant parce que c'est une offre globale, mais en même temps, ça brouille un petit peu l'image parce que les gens ils se disent ouais, mais est-ce que vous faites vraiment bien les enquêtes de satisfaction? Est-ce que vous faites bien le centre de contact, etc., etc. Et donc, en fait, avoir un positionnement multiple comme ça permet de dire ouais, je balaye à 360, mais en même temps, c'est un défaut parce que les gens se disent quelles sont les solutions références dans ce domaine-là, et c'est A, B, C, D, E, et c'est peut-être pas la personne qui fait A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Bon, voilà. Donc ça c'est vraiment important de travailler là-dessus. Donc en tant que consultant, c'est son personal branding, donc son blog, son réseau sur LinkedIn, c'est le contenu qu'on va publier, etc., etc. Et puis une entreprise, donc comme je le disais, c'est le référencement. Alors le deuxième point, c'est comment on va faire quand on va commencer. En fait, la première chose, en fait, c'est déjà se dire quelle est ma vision, quelle est ma mission et mon persona. Ça, c'est vraiment essentiel parce que si vous commencez pas par là, vous allez commencer directement par vos produits, ce que vous savez faire, et c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. La vision, en fait, c'est vous dire, mais ok, moi, mon marché, je le vois arriver comment et pourquoi, en fait, j'ai mon produit. Pourquoi je me suis lancé là-dessus? Par exemple, pour conseil marketing, c'est que je suis persuadé que tout le monde va rechercher des informations en ligne, qu'il va y avoir une démocratisation de la formation en ligne, etc., etc. Donc en fait, ma vision, c'est ça. Ma vision, c'est je crée ce blog parce que ceci, cela. Ensuite, la mission. La mission, c'est dans cette vision, moi je me situe comment? C'est-à-dire que ma mission c'est d'aller par exemple aider les entrepreneurs B2B ou les entreprises B2B à développer leur chiffre d'affaires avec des méthodes de growth hacking, et ma mission en fait c'est de faire ça, blablabla. Et ensuite le persona, c'est de dire qui est votre client type. Alors on appelle ça aussi un avatar. Le persona c'est vraiment voilà votre prospect type à qui il ressemble. C'est par exemple
une entreprise B2B qui a X centaines de salariés, etc. Moi, dans mon persona à moi, j'ai justement retravaillé mon persona il y a quelques années en disant, bah non, au début j'avais un persona qui était je vends à tout le monde. C'est-à-dire que je faisais de l'e-commerce au B2C en passant par le blog prof. Et en fait, je me suis dit, Manon Fred, tu te trompes parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'arrivaient pas à me situer en disant, conseil marketing, c'est le spécialiste de quoi au fait? Et c'est vrai que les gens disaient, ouais, c'est une vraie boîte à outils, c'est une référence, il y a plein de trucs. Et c'est vrai que c'est bien d'être comme ça une référence, mais le problème de ces les gens disent mais j'ai pas fait appel à toi, j'ai préféré tes spécialistes dans tel domaine. Voilà. Donc on peut également utiliser une méthode qui est très simple quand on est consultant, c'est se baser sur ses forces et ses faiblesses, c'est-à-dire ce qu'on aime et ce que l'on n'aime pas et ce que les gens sont prêts à payer. Et ça permet de vraiment de choisir sa zone d'excellence et où on prend vraiment du plaisir. Par exemple, moi j'aime beaucoup faire de la stratégie, j'aime assez faire du coaching, mais par contre faire de l'opérationnel, ça me saoule assez vite. Par exemple, à un moment donné, on m'avait demandé de faire tout ce qui était écrire des mailings, écrire des articles de blog. Je me dis mais non, mais moi les articles de blog, je préfère les sous-traiter, faire en fait une ligne éditoriale, trouver des rédacteurs, piloter ça, que devoir me taper en fait tout ça à la mano quoi. C'est pas ma passion d'aller écrire des kilomètres et des kilomètres. Voilà. Donc vérifiez bien sûr que votre marché est solvable, c'est vraiment important, puisqu'en fait, si vous dressez un marché et que les gens ne sont pas prêts à payer, par exemple en tant que consultant, hein, si les gens ne sont pas prêts à payer 500 balles par jour, vous aurez du mal parce que vous serez obligé de faire beaucoup de volume. Et généralement en tant que consultant, il vaut mieux faire de la valeur que du volume parce qu'en fait vous avez beaucoup de mal à convaincre beaucoup de gens et puis en fait votre temps en fait il n'est pas illimité et souvent vendre à une personne qui veut acheter un produit à 50 euros, c'est quasiment autant d'efforts que de vendre un produit à une personne qui vaut 500 euros. Donc en fait, c'est vraiment important de se dire c'est beaucoup plus efficace de vendre des produits plus chers et surtout d'apporter un maximum de valeur. Souvent, le problème c'est pas le prix. Et c'est vrai que ça étonne les gens de se dire bon moi j'ai envie de vendre un produit et je pense que les gens sont prêts à payer tel prix. Non, c'est pas comme ça qu'il faut commencer. C'est se dire comment je vais faire pour apporter plus de valeur. Par exemple, moi pour mes formations vidéo, parfois je me dis que je préfère les vendre à un prix pas très cher. Par exemple là, Content Hacking, je crois que je l'ai vendu à 97 euros. C'est 10 heures de formation, etc., etc. Donc c'est une belle formation, j'en suis vraiment très content. Et c'est vrai que je serais capable de la vendre beaucoup plus cher à condition de rajouter quelques petits trucs. Moi actuellement dans cette formation vidéo, il y a un club privé sur Facebook où les gens peuvent poser des questions. Mais si je vendais avec du coaching, si je vendais de la formation, et bien tout simplement je ferais beaucoup plus d'argent et je vendrais beaucoup plus cher. Ou je pourrais faire un mastermind en disant tiens, je vais aider 2, 3, 4, 5 personnes et ils vont payer 3, 4, 5 000 euros par mois et je vais leur apporter de la valeur. C'est-à-dire que je vais les appeler au téléphone, on va faire des audits de leur contenu, etc., etc. Là en fait je passe d'un petit produit à 97 euros à un produit qui vaut 3, 4, 5 000 euros. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire ça et se dire je vais essayer de convaincre 4, 5, 6 personnes et faire des présentations et au final signer 2-3 personnes que d'aller essayer de vendre à 500 personnes où c'est vraiment très compliqué. Voilà. Une autre chose également, c'est qu'il faut croire à son offre. C'est vraiment important parce que si vous ne croyez pas à votre offre, et en fait ça se verra. Et en fait, le prospect, si vous n'êtes pas sûr de votre offre, et le prospect en fait il va encore plus douter. Voilà. Et c'est souvent une erreur que moi je vois chez les gens qui débutent en tant que consultant, c'est qu'ils essayent plutôt de casser les prix. Ils essayent plutôt de dire tiens voilà, tout le monde vend à 500 euros sa journée, moi je vais la vendre à 300 euros. Or c'est con parce qu'en fait c'est généralement une difficulté parce qu'en fait les gens vont se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup entre la personne qui vend le 500 euros et 300 euros, donc ils vont douter. L'autre chose en fait c'est que vous allez devoir vendre beaucoup plus pour attendre la rentabilité et souvent en fait en allant chercher ces clients qui sont pas chers, généralement vous allez trouver des emmerdeurs. Moi je sais que pour mes petits produits, parfois j'ai plus d'emmerdes avec des produits à 7 euros, à 25 euros que des produits à 100 euros où la personne, en fait, elle est vraiment plus engagée, elle va vraiment faire quelque chose de plus important avec la formation, elle va poser des questions, etc. Concernant le prix, n'oubliez pas aussi que le prix, c'est vraiment la perception. Par exemple, en fait, si je vous dis combien vaut une bouteille d'eau, une bouteille d'eau, ça peut valoir entre 15 centimes et 15 euros. Tout simplement 15 centimes si vous allez acheter une bouteille d'eau de source au supermarché du coin, ou 15 euros le litre si vous le payez dans un restaurant haut de gamme. Donc en fait, il faut vraiment se dire que tout dépend du contexte et de la valeur que vous allez faire.
Concernant votre offre, travaillez également le mode transformation. La transformation, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas juste vendre un produit. Je ne vais pas, par exemple, vendre un costume. Si je veux vendre un costume à un homme, je ne vais pas juste dire, c'est un costume taille 40 et en tweed. Voilà. Non, je vais dire, voilà, je vais vendre une transformation. Vous allez passer d'un état A à un état B grâce à mon produit. Donc mon costume, ça va pas être juste un costume qui va vous permettre de vous habiller. Je vais vous offrir un costume qui va vous permettre d'être élégant et d'être convaincant lorsque vous allez voir des clients, des prospects. C'est un costume qui permet en fait de montrer tout de suite la rigueur de votre entreprise, montrer que vous avez des produits qui sont à la mode, qui sont vraiment à la pointe de la technologie. Vous allez pouvoir être beaucoup plus séduisant parce qu'en fait l'apparence est vraiment importante quand vous allez vendre un produit dans une entreprise ou surtout un service. Les gens vous connaissent pas. Donc en fait avoir un beau costume, être élégant, donner confiance, c'est essentiel. On dit toujours que l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Donc voilà, ça c'est un exemple en fait de dire qu'on va avoir une transformation. Avant en fait, vous allez chez un client et avec votre costume un peu élimé et vieillot, vous n'avez pas confiance. Avec un costume en fait beaucoup plus classe, là tout de suite vous allez donner confiance. Voilà. Donc autre chose, comment on va faire pour vraiment assumer son unicité. L'unicité, c'est le fait qu'on soit unique. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Si votre positionnement n'est pas clair dans l'esprit des prospects, vous allez taper aux côtés avec le système de la dissonance, c'est-à-dire que vous allez dire je fais ci, je fais ça, je fais ça. En fait, vous allez dire vous faites trop de trucs. Ou alors c'est encore la personne qui dit non mais c'est pas pour moi, c'est pas exactement ma situation. C'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer sur un marché, cibler une cible. Et vraiment l'effet couteau suisse, je vous le déconseille. C'est comme si par exemple vous cherchiez une babysitter et puis il y a quelqu'un qui se présente qui vous dit ouais je suis le babysitter, je garde les enfants d'à côté depuis 10 ans, ok là pour l'instant tout va très bien. Puis elle vous dit mais je suis aussi bricoleur parce que je vois aussi que je peux vous passer un petit coup de peinture de temps en temps et puis en même temps en fait je sais aussi faire du repassage, donc pendant que les gamins ils sont en train de jouer je ferai un peu de repassage, puis en même temps si vous voulez je pourrais peut-être aussi les promener le chien. Et là, les gens vont dire mais attendez, non, moi je veux pas quelqu'un qui aille promener le chien pendant que les gamins sont en train de dormir, je veux quelqu'un qui les surveille, je veux pas quelqu'un qui fasse du repassage pendant que mes enfants sont là, je veux quelqu'un qui va les aider, les guider, qui va leur apprendre à lire, leur raconter des histoires, etc. Voilà. Attention aussi au micro-marché, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il fallait être unique dans l'esprit, trouver un positionnement, mais attention, il faut pas trop non plus aller toucher des marchés qui sont trop petits, trop faibles. En même temps, une tendance qui est assez forte, c'est d'aller chercher en fait des créneaux en émergence. Par exemple, en fait, à un moment donné, c'était vraiment la grosse mode du social selling, c'est la grosse mode du growth hacking. Et il y a des gens qui n'y connaissaient rien, qui se sont formés et qui ont commencé à cartonner là-dessus. Pareil dans le domaine du B2C, c'est le dropshipping. C'était le terme à la mode. Et donc tout le monde s'est lancé dans le dropshipping, il y a eu des consultants dropshipping, etc., etc. Dans le growth hacking, moi j'étais un des premiers à écrire un bouquin et maintenant tout le monde dit je fais du growth hacking, etc., etc. Donc parfois il faut savoir surfer sur une tendance, mais en même temps il ne faut pas non plus céder comme ça à trop de spécialités. Plus vous allez en fait choisir une spécificité en tant que consultant sur un domaine d'activité, plus vous avez de chance après de vous voir dépasser ou d'avoir de la concurrence. Par exemple, si maintenant je me dis tiens je suis spécialiste du growth hacking, il y en a tellement qui en font que ça devient complexe à se différencier. Par contre, si vous dites voilà moi je suis spécialiste Facebook Ads, Google Analytics en e-commerce, etc., etc., vous aurez la possibilité d'avoir une cible certes beaucoup plus petite, mais au moins vous serez le seul là-dessus. Voilà. Alors comment tester et voir si votre positionnement est bon? En fait tout simplement il existe pas mal de techniques, comme par exemple si vous avez un produit, vous pouvez très bien le tester sur le bon coin et passer une annonce et voir un petit peu s'il y a des gens qui achètent. Vous pouvez acheter de la pub Facebook Ads et faire une landing page pour tester vos produits, vous pouvez faire un emailing sur une base client, vous pouvez rencontrer des experts, bref, il y a moi j'ai noté en fait sur mon site 14 manières de tester un marché ou un produit. Donc vous tapez tout simplement comment être sûr à 200% que votre prochain produit sera un succès. Et là, vous verrez ces 14 méthodes. Donc, comment être sûr que votre prochain produit sera un succès? Je vous explique par exemple comment avec Amazon, on peut être sûr qu'un produit est le bon produit et qu'il va falloir le pousser par exemple en dropshipping. Voilà. Faites de l'A/B testing aussi, je vous dis ça en passant, testez deux versions de votre offre, deux slogans, deux titres, et vous verrez que ça permet d'être sûr d'avoir le bon produit, le bon service. Voilà.
En revanche, quand vous testez une offre, faites attention. Vous avez généralement deux coups. C'est comme un fusil de chasse. Quand vous lancez un produit, vous avez une première occasion de tester et bah, si vous ne convainquez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire un deuxième essai parce que les gens généralement vous laisseront une deuxième chance, mais vous n'aurez pas de troisième chance. Donc vraiment, testez bien sur un petit nombre de personnes votre offre et ensuite augmentez-la. Voilà. C'est la technique du growth hacking qui dit fail fast. Tout simplement, essayez vite un maximum de choses et si ça marche pas, changez d'avis. On appelle ça pivoter, ça peut être changer son offre, repenser son offre. Voilà, donc il faut commencer comme ça. Peu importe si au début vous faites des techniques un petit peu de bourrin, c'est-à-dire que vous allez tester votre offre auprès de 50-100 personnes à la mano. Moi, c'est ce que je fais souvent. Hein. Avant d'automatiser, je teste sur une dizaine de personnes, une dizaine de prospects, je vois comment ça marche et ensuite, soit j'automatise, soit je te fais appel à mon assistante pour le faire. Donc voilà, faites ça. Donc si vous avez un conseil à retenir, et ce que je vous dirais dans cette conférence, c'est tester votre offre et fail fast, tester et vous regardez si ça fonctionne ou pas. Voilà. Donc comme je vous le disais, si vous voulez en savoir plus, cette conférence là, je vous ai fait un petit résumé rapide de mes idées. Vous aurez également les autres idées de Selma, les idées de Morgan, les idées de Lingen, les idées de Jordan. Le 30 septembre 2019 à 17h30 jusqu'à 18h15, 45 minutes pour définir un positionnement unique et compétitif. Donc vous allez tout simplement sur salon SME, salon comme un salon, SME comme les lettres de l'alphabet, et vous verrez, vous avez ma conférence gratuite, vous pouvez y assister. Voilà. Et si vous voulez apprendre justement à générer plus de prospects, etc., vous avez également mon bouquin, le Growth Hacking. Vous avez ma formation Growth Hacking qui coûte 25 balles. Vous allez sur mon site en fait, et vous regardez dans le menu, il y a marqué mes formations, et vous avez ma formation le Growth Hacking. Et comme je disais, j'ai sorti il n'y a pas longtemps ma petite formation Content Hacking qui devrait vous plaire. C'est une formation où je mêle en fait création de contenu et un petit peu de SEO. Je vous donne vraiment des super astuces qui m'ont permis de cartonner. Voilà. Allez, à bientôt et donc rendez-vous le 30-09 à Paris au salon SME pour une conférence sur le positionnement. Allez, à plus, bye bye.